Vous avez dit, Karine, tout à l'heure, un mot de l'ambiance générale dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous agissez, qui est une ambiance difficile. Et naturellement, le développement, l'engagement des fondations est extrêmement lié à l'ambiance économique, sociale et humaine sur les territoires sur lesquels vous travaillez. Et le fait que nous soyons affrontés à tant de crises en ce moment crée à coup sûr pour les fondations, leurs équipes, leurs projets, des conditions plus difficiles en ce moment. Voilà pourquoi je veux dire deux choses, à la fois sur le fond et sur le besoin de débat citoyen. Je crois que c'est un des sujets sur lesquels vous allez débattre aujourd'hui. Sur le fond, je veux vous dire la conviction qui est celle du président Barroso et la mienne, que nous avons passé le pic de la crise. Il n'y a pas longtemps, probablement au début de l'été dernier, et la bataille n'est pas gagnée contre ces crises. Je vous ai dit mon engagement sportif dans les Jeux Olympiques d'hiver. Comme j'aime le sport, comme beaucoup d'entre vous, je peux dire que nous sommes au début de la deuxième mi-temps de cette bataille contre la crise. Et je sais qu'un match n'est gagné que la dernière seconde de la deuxième mi-temps, pas au début de la deuxième mi-temps. Donc soyons extrêmement vigilants pour délivrer et mettre en œuvre concrètement les engagements qui ont été pris. Mais je pense, je le redis, que nous sommes passés le pic de la crise, notamment de la dette souveraine, et que nous avons pris les bonnes décisions. Les dirigeants européens ont enfin, notamment au Conseil européen du mois de juin, pris les bonnes décisions pour sortir de cette crise. Nous avons décidé de relancer ce marché unique dans le prolongement du rapport que Mario Monti avait fait pour diagnostiquer les forces et les faiblesses de ce grand marché de 500 millions de citoyens, de consommateurs et de 22 millions d'entreprises. C'est notre principal atout. Quand je me trouve au Brésil, où j'étais il y a 3 semaines, aux États-Unis, en Chine ou au Japon, la seule raison pour laquelle nous sommes respectés, nous, Européens, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres, mais la seule grande raison, c'est que nous avons ce grand marché qui intéresse les grands acteurs du monde, comme nous sommes nous-mêmes intéressés par leur propre marché. Et notre analyse, c'est que, comme l'avait fait Mario Monti, si ce marché fonctionnait mieux, s'il y avait moins de fractionnement, 2, 3 ou 4 points de croissance pourraient être trouvés à l'intérieur même de l'Europe. Donc nous sommes en train d'aller chercher ces 2, 3 ou 4 points de croissance. Et c'est l'objectif du Single Market Act que j'ai présenté avec 12 de mes collègues il y a maintenant 1 an et demi. Nous venons de le compléter par un Single Market Act 2. Et c'est dans le cadre, mesdames et messieurs, de ce Single Market Act qu'avec mon équipe, nous avons identifié 12 leviers de croissance. J'en ai cité quelques-uns, l'innovation, le brevet, les marchés publics, le commerce électronique, et aussi l'entrepreneuriat social, et aussi l'économie solidaire. Parce que j'ai une conviction, comme homme politique, et c'est avec cette conviction que je suis revenu à la Commission européenne aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de performance économique durable, il n'y aura pas de bataille gagnée pour la croissance et pour la compétitivité s'il n'y a pas de cohésion sociale. Voilà pourquoi je dis que dans l'économie sociale de marché, tous les mots sont importants, pas seulement 2 ou 3 d'entre eux. Et probablement dans les 15 ou 20 années passées, on a oublié cette dimension sociale ou humaniste dans le développement de l'Europe au profit du grand vent libéral. Nous sommes en train de revenir vers cette ligne-là, et c'est comme cela que vous devez comprendre la place que nous avons consacrée dans le Single Market Act, dans la relance du marché unique, à l'entrepreneuriat social en général, qui représente 3 millions d'emplois,
en Europe plusieurs points de PIB et dont je peux voir tous les jours le dynamisme et l'utilité. Et dans ce chapitre sur l'entrepreneuriat social, nous avons évidemment fait une place aux fondations. Voilà pourquoi aussi ma présence aujourd'hui, même si elle est brève, me donne l'occasion de saluer le travail que vous faites dans la diversité des pays où vous êtes. Beaucoup d'entre vous travaillent d'ailleurs sur plusieurs pays, des structures juridiques, des vocations ou des finalités qui sont les vôtres. Dans ma vie publique ou privée même, j'ai toujours eu de l'attention et de la reconnaissance pour ce qui se fait à travers le système ou l'outil des fondations et d'une manière générale des associations à but non lucratif. Nous savons l'ampleur des missions qui sont les vôtres. 750 000, près d'1 million de personnes travaillent dans l'Union européenne dans le cadre d'une fondation. Nous savons le volume des actifs des fondations qui les place clairement au cœur de l'économie européenne, les actifs et leurs dépenses annuelles. Bon, les chiffres ne sont pas tout, parce qu'il y a aussi, au-delà des chiffres des budgets, de la technique, il y a aussi la vocation et la finalité. Et néanmoins, si l'on est convaincu du rôle que vous jouez, il est clair qu'il faut lever certains obstacles. Je vais parler des obstacles qu'on constate au sein du marché intérieur pour faciliter votre développement et votre travail. Beaucoup de fondations qui ont envie ou besoin de développer leurs activités dans un autre pays se heurtent à ces frontières ou à ces barrières juridiques, fiscales ou administratives. Elles ne sont pas toujours reconnues comme fondations d'utilité publique. Pour cela, il faut engager des procédures longues, coûteuses, pour prouver qu'elles peuvent avoir droit aux mêmes avantages que les fondations nationales. Ce coût supplémentaire, naturellement, diminue d'autant les fonds disponibles pour leurs propres actions sur le terrain. Puis, nous savons aussi, un nombre d'enquêtes ou de débats l'ont démontré, qu'il y a un potentiel réel pour les dons transfrontaliers, mais qui reste difficile souvent pour les fondations de recevoir des dons venant de personnes installées dans d'autres États membres. Et voilà dans quel esprit, mesdames et messieurs, après avoir rencontré plusieurs d'entre vous, et naturellement, je sais le rôle que joue le European Foundation Center dans ce débat, nous avons fait cette proposition du statut de la Fondation européenne après une étude préalable, 2 consultations publiques et, je le répète, beaucoup de contacts avec beaucoup d'entre vous pour, avec ce texte, apporter une valeur ajoutée, une added value. J'espère que nous y parviendrons finalement. Je ne vais pas revenir en détail sur les modalités de ce texte sur la Fondation européenne, peut-être juste 3 points télégraphiquement. Nous avons recherché la simplicité, qui est un facteur de sécurité juridique et aussi de baisse de certains coûts. Le passage à des exigences légales administratives uniformes dans toute l'Union européenne devrait logiquement permettre des économies significatives pour les fondations. Deuxième point, on a cherché un point d'équilibre entre les exigences des droits nationaux et le besoin de faciliter les activités transnationales des fondations d'utilité publique. Nous proposons que les fondations européennes bénéficient du même régime que les fondations de droit national et que leurs donateurs profitent des mêmes avantages fiscaux que s'ils effectuaient des dons à une fondation établie dans leur propre État membre. J'espère que ce traitement fiscal identique permettra de respecter le principe de non-discrimination qui est caractéristique, symbolique du marché unique.
Je rappelle aussi que la Fondation européenne, lorsqu'elle sera créée, existera en parallèle aux fondations de droit national et que la décision de recourir à cette nouvelle forme juridique appartiendra bien à chaque fondation sur une base volontaire et facultative. Troisième point symbolique de cette proposition, la confiance des donateurs et la confiance des États membres pour bénéficier du label de la Fondation européenne et augmenter ainsi leur visibilité, avoir davantage de financement. Les fondations devront poursuivre un objectif d'utilité publique, démontrer la dimension transnationale de leur activité et détenir à leur création des actifs d'une valeur au moins 25 000 €. Donc, transparence, responsabilité. Nous avons aussi conféré des pouvoirs de surveillance des fondations européennes aux autorités nationales et posé une obligation de coopération au niveau transfrontalier. Voilà. Les objectifs qu'on a visés, mesdames et messieurs, sont encore une fois la simplicité, l'efficacité, la confiance, la transparence. Nous ne sommes pas au bout de la route. Dans tous les textes que j'ai évoqués tout à l'heure pour la régulation financière, 28 textes, 55 propositions pour le marché unique, ce que je constate, c'est qu'il faut, en vertu du processus démocratique, entre 12 et 18 mois pour qu'une proposition de la Commission devienne un texte de loi européen. 12 à 18 mois. Donc nous sommes là dans la discussion qui a commencé. Les discussions se poursuivent au Conseil avec cette exigence forte qu'il faut finalement trouver l'unanimité des ministres sur un texte comme celui-ci, qui a une dimension fiscale. Je suis bien placé pour savoir que c'est une vraie exigence, une vraie difficulté que celle de l'unanimité au Conseil des ministres. Dans mon domaine de commissaire au marché intérieur, heureusement, d'une manière générale, je peux utiliser le vote à la majorité qualifiée. Tous les textes que je présente, financiers et marché intérieur, sont généralement sur la base des articles du traité sur le marché intérieur, me permettent de faire voter ces textes à la majorité qualifiée au Conseil des ministres. Mais là, nous avons un texte qui a une dimension fiscale et évidemment, c'est l'unanimité qui sera requise. Il y a des points qui font débat, le montant du capital social minimum, la définition lui-même du but d'utilité publique, les dispositions sur l'enregistrement, le transfert des sièges des fondations et naturellement surtout les aspects fiscaux. Il y aura une prochaine réunion du groupe de haut niveau au Conseil qui étudie ce texte le 5 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, si vous pensez que ce texte a une valeur ajoutée, comme je le crois, même s'il n'est pas parfait, même si certains auraient souhaité qu'on fasse plus et autrement, nous avons fait du mieux possible. Si vous pensez que ce texte est utile, j'ai besoin de votre soutien au niveau du contact que vous pouvez avoir avec vos ministres dans vos pays pour qu'ils regardent l'objectif, l'utilité de ce texte et lui donnent l'impulsion dont il a besoin. Le Parlement, qui est le co-législateur, et j'aurai besoin de l'accord unanime du Conseil des ministres et de l'accord majoritaire des députés européens, lui organise une audition sur ce sujet à laquelle certains d'entre vous participeront, je le sais, le 26 novembre prochain. Donc j'ai besoin, pour pousser ce texte, de votre engagement, de votre conviction, du contact que vous pouvez avoir avec les membres du Parlement européen que vous connaissez, avec lesquels vous travaillez dans votre pays, et également les ministres des Finances ou de la Justice avec lesquels vous êtes en contact. Je voudrais dire un dernier mot, mesdames et messieurs, du point que vous avez évoqué tout à l'heure, madame, qui est encore une fois un des sujets de discussion pour vous. Je suis très préoccupé actuellement de cette distance qui se crée avec les citoyens en raison de la crise. Le marché unique, d'ailleurs, il se trouve dans cette position paradoxale d'être la principale victime potentielle de la crise, que dans ces crises, les pays ont tendance à se replier sur leurs frontières nationales. On voit monter des poussées protectionnistes ou populistes, un réflexe national, voire nationaliste dans beaucoup de pays. On le voit dans les urnes d'ailleurs.
Si ça devait continuer, la réaction nationale voire nationaliste, la première victime, c'est le marché unique. Et en même temps, c'est la principale victime potentielle et c'est le principal atout pour sortir de la crise. Mais ça exige, ce constat exige de nouveaux comportements des dirigeants européens à l'égard des citoyens. Je serais très intéressé des conclusions de vos débats ou de vos propositions sur la manière de relever le défi démocratique. Le projet européen, qui est un projet politique formidable, est fragile actuellement, en raison des conséquences de la crise et du retour au protectionnisme et au chacun pour soi et au populisme. Et donc il faut, par tous les moyens, par tous les cadres, par tous les outils, et vous avez un rôle à jouer, ouvrir le débat, continuer le projet européen, pas seulement pour les citoyens, mais aussi avec eux. Pour les gens, mais avec les citoyens, comme on a peut-être oublié de le faire depuis quelques années. Moi, je réfléchis aussi à 2013, l'ouverture de débats publics en utilisant les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes Internet. Je regarde de très près ce qui se passe aux États-Unis, comment le débat vient en bottom-up, comment on interroge les gens, comme on n'a pas peur d'entendre des critiques ou des questions. Et je pense que de ce point de vue, à Bruxelles, on doit changer un certain nombre de choses et faire moins de top-down et plus de bottom-up. Voilà, donc là, je suis décidé à prendre un certain nombre d'initiatives avec mes collègues de la Commission pour ouvrir le débat et participer à cette réconciliation du projet européen avec les citoyens. Et au cœur de cette réconciliation, il y a clairement l'activité, l'engagement des fondations. C'est aussi ce témoignage de reconnaissance et de remerciement que je voulais vous dire dans mon propos. Merci de votre attention.